Je pense qu'on va commencer avec ceux qui sont déjà présents pour ne pas tarder. Donc le cours, je vais partager mon écran. Si vous avez des problèmes, écrivez-moi dans le chat. OK? Donc écrire dans le chat. OK? Ah, le chat. Non, désolé, j'ai écrit trop vite. Donc je vais partager mon écran. Aïnaroua. Égalité. Voilà. Donc l'objectif dans cet enseignement, c'est de vous relier à votre environnement économique. On est dans un domaine, l'informatique, où les changements sont quotidiens. Ce qu'on connaissait il y a 6 mois, là, c'est vieux, c'est obsolète, ça a changé, il y a quelque chose d'autre. Okay? C'est à ce rythme-là que l'informatique fonctionne et c'est votre domaine. Donc, l'idée, c'est d'avoir une conscience de ce que c'est l'impact de l'informatique sur notre environnement. L'impact premier, on l'a tous vécu avec le Covid. On est tous partis dans le numérique. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu les outils, Internet, les logiciels, les systèmes de communication déjà en place, on se serait beaucoup ennuyé chez nous et on n'aurait pas fait beaucoup de choses. Okay? Donc, le numérique, qui est fortement lié à notre métier, a, disons, pris la part de tous les domaines. Il est indispensable et incontournable. Donc, l'idée de ce cours, c'est de vous donner quelques définitions, mais comme c'est votre vécu, je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Et l'idée principale, c'est demain, quand je vais me retrouver dans mon métier en train de travailler, comment je vais faire pour que ce que moi je fais, ce que je propose comme solution technique, quand j'ai devant moi des entrepreneurs comme moi, parce que je suis dans mon entreprise, ou que je vais travailler dans une entreprise et j'ai un responsable qui me demande une solution, l'idée c'est, je ne vais pas lui donner une solution avec des technos tellement vieilles qu'on va me regarder comme si je sortais, je ne sais pas moi, du 14e siècle. Donc, la veille, elle va être très importante là-dedans. Donc, quelques petites définitions. Je ne vais pas m'attarder sur l'économie numérique parce que dans l'absolu, on l'a intégré dans nos vies au quotidien. Ce que l'on doit savoir, c'est comment c'est vu, comment les autres voient. Nous, on est tellement dans le technique qu'on ne comprend pas, par exemple, des gens qui font de la gestion d'entreprise quand ils parlent du numérique. En fait, pour eux, dans l'économie, les sciences économiques, qui étudient la consommation et la distribution des richesses, pour l'économie en général, dans les sciences économiques, ce qu'on regarde, c'est quelles sont les ressources et comment on va calculer leur consommation. Mais de plus proche pour nous, l'entreprise, là où on va travailler nous, l'idée, c'est de se mettre dans la tête, c'est une unité économique autonome. Ça veut dire un lieu avec des outils, des personnes qui vont fabriquer des richesses et qui ne peuvent continuer d'exister que s'ils continuent de fabriquer de la richesse. Fabriquer de la richesse, c'est avoir un produit qui se vend. Donc, la fonction principale de cette entreprise dans laquelle je vais travailler ou que je vais créer, c'est de produire des biens et des services marchands. Ça veut dire vendables. Et vous comprenez là la difficulté dans nos métiers. Si ça n'est pas vendable, c'est probablement parce qu'on est dans un besoin qu'on ne répond pas ou qu'on a proposé une solution, déjà elle existe et on l'a déjà utilisée et il n'y a rien de nouveau chez nous. Le numérique, c'est vraiment toutes les technologies. Alors, ce n'est pas juste du codage. Hein. Dans le numérique, les gens qui font de la com, de la télécom, sont à l'intérieur. Je vous rappelle que si je n'avais pas un petit organe qui s'appelle un modem, je n'aurais pas de Wi-Fi. Et si je n'avais pas de Wi-Fi, je ne pourrais pas envoyer mes datas sur Internet. Okay? Donc, cet ensemble-là, c'est ce qui va faire l'économie numérique. Et l'idée derrière, c'est de se rappeler. C'est d'abord l'utilisation de toutes les technologies. Alors, s'il vous plaît, ça n'est plus NTIC, ça ne sont plus les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Depuis le début
2000, c'est fini, c'est plus le nouveau, c'est même vieux. Et l'impact aujourd'hui, c'est que elle touche absolument toutes les activités. Si je regarde la vente en ligne, la présentation des produits sur nos pages web, tout ça, c'est d'économique. Mais aussi le contact social. Vous êtes tous sur TikTok, Twitter, je ne sais pas quoi. Bon, moi, Facebook, c'est à peu près. Mais c'est une grande communication qui se passe là et donc un impact social certain. Donc, cette économie, elle n'est pas restreinte à notre pays. Ça, c'est un autre volet qui est venu changer complètement la façon dont les gens réfléchissent leur travail. Je vais vous donner un exemple. Pendant le Covid, j'ai une petite demoiselle qui d'habitude venait m'aider quand je faisais le grand ménage pendant l'été. Sa sœur travaillait dans une usine. Pendant le Covid, l'usine a fermé. Elle a commencé par chatter sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Elle est... Quoi? Il m'a répondu Oui, à 10h. oui. Alors, il me dit qu'il lui a envoyé son copie de passeport et qu'Alice, son téléphone est fermé. Donne-moi le téléphone. J'ai pas le téléphone. Il m'a envoyé. Il m'a appelé sur Messenger. Donc, Oui, tu cours là. Oui, oui, oui. Oui, c'était pour pas. Porte, porte, porte. Pardon. Donc, je termine mon histoire. Donc, cette demoiselle, voyons qu'elle ne travaillait pas, donc elle n'avait pas de salaire. Et après avoir chatté, alors que c'est une fille qui aime bien faire des gâteaux et de la nourriture, des plats, elle s'est rendue compte qu'il y avait des gens qui aimaient bien avoir des gâteaux sur place à la maison. Les pâtisseries étant fermées, elle a commencé à mettre sur sa page des propositions avec des photos de ces gâteaux. Et petit à petit, elle a commencé à avoir des clients. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer sa propre pâtisserie en ligne. Et au jour d'aujourd'hui, elle fabrique toujours ses gâteaux à la maison, qu'elle commercialise. Elle a des personnes qui sont véhiculées, qui font la navette vers les clients. Et elle a créé sa propre entreprise et sa propre économie. Donc, vous voyez, quand on parle des technologies du numérique, elles impactent aussi bien socialement qu'économiquement. Et le fait d'être sur les réseaux a permis à cette personne qui ne connaissait pas ces personnes, qui étaient éloignées géographiquement, il y en a qui sont carrément dans une autre ville, elle les a touchés, elle a pu vendre ses produits, et il y en a d'autres qui les vendent carrément à l'étranger. Je vais prendre d'exemple un autre, c'est un jeune fermier qui, à la suite d'une invasion un peu, pour ceux qui font un peu de jardinage, le jardinier n'aime pas, mais alors là, pas du tout les escargots parce qu'ils ont tendance à manger les feuillages. Donc, suite à une invasion d'escargots, dans la plaisanterie, il y a quelqu'un qui lui a dit « Oh, Beham le français, c'est à clos les escargots ». Et c'est venu de cette plaisanterie, il a discuté avec quelqu'un qui était dans l'import-export pendant le Covid. Lui qui avait plusieurs espaces où jardiner, a ramassé ces escargots. Celui qui faisait de l'import-export et qui pouvait toujours envoyer par colis avait des contacts en France et avait des restaurateurs qui continuaient à faire des plats avec des escargots mais qui n'avaient pas la matière première. Il est arrivé à les vendre et ensuite c'était encore plus intéressant pour lui parce qu'il n'avait même plus besoin d'envoyer ces escargots puisqu'une entreprise pharmaceutique en Europe, je ne dirais pas où, a entendu parler de ce transfert et ils lui ont proposé de ramasser juste le feuillage, la chiche, qu'ils mettaient sous les escargots parce que eux, leur intérêt, c'était de récupérer la bave pour les produits cosmétiques. Donc, vous voyez que la technologie a amené d'autres façons de faire du commerce et on appelle ça abusivement du commerce électronique parce que ce n'est pas vraiment du commerce électronique, c'est une économie numérique. Donc, il y a une dizaine d'années, il y a eu une étude qui a été faite par des gens des sciences humaines. Ils voulaient voir comment cette nouvelle technologie avait bouleversé, vraiment modifié la façon dont les gens menaient leurs entreprises et menaient leur commerce. Et on se rend compte que ça touche tout. Le noyau principal, c'est d'avoir les matériaux et d'avoir les outils logiciels. Au départ, c'était vraiment les gens de la techno que ça impactait. Et très vite, les services en ligne, la possibilité de proposer
proposer des produits, d'avoir une visibilité, elle a fait que ça directement, et ça s'est étalé sur du e-commerce. Beaucoup de vidéos, de jeux vidéo qui ont été mis en ligne, de plus en plus de supports pour l'audio, pour la télévision. Vous allez pouvoir parfois regarder votre télé en ligne, écouter votre radio en ligne, voir du streaming, des podcasts, etc. Et des services en ligne. Par exemple, avec le Covid, on a proposé de voir votre médecin en ligne, de faire votre séance de psychothérapie en ligne, de suivre votre coach sportif en ligne, etc. Et ça a très vite, en fait, touché tous les métiers. Ça va aussi bien de l'agriculture qu'à la santé, qu'au transport, qu'aux banques. Et c'est cet impact général qui fait que l'économie numérique est devenue un élément principal dans l'économie d'aujourd'hui. Donc, on va avoir quelques définitions sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Elles ont été fixées par l'OCDE pour que lorsque je parle, quand je dis un terme, kalima, elle a le même sens chez moi et chez les autres. OK? Donc, dans les secteurs de la production, allô, oui, la base, alhamdoulilah. Et elle était absente à l'examen de rattrapage qui était son examen de remplacement, c'est ça? Elle ouvre plus droit. Elle a un arrêté qu'il était absent. On lui ouvre droit une seule fois. Elle ouvre plus droit. Ah, là, c'est justifié, oui. C'est justifié, oui. Il est justifié à l'absence du 5. Elle a le droit. Si elle n'a pas justifié, l'absence du 5, elle n'a pas le droit. C'est ça. هذا هو l'arrêté. هذا واش يقول l'arrêté, oui, c'est ça. صبري غدوة فيريفي مع وادي قبل ومن بعد جاوبيه. قبل غدوة نفيريفيو مع وادي ومن بعد نجاوبوه. ما تزربيش روحك. غدوة نفيريفيو ومن بعد نجاوبوه. ما تزربيش روحك. اوكي ماشي اشكال. يسلمك صحيتي صح. Okay. Bon, elle est revenue à ses moutons. On va avoir du mal à enseigner. Punaise, j'ai pris le samedi exprès et on s'en sort pas. Ok. Donc en fait, dans les définitions, on va avoir plusieurs secteurs qui vont être autour de ces fameuses technologies de la formation et de cette économie numérique. Le premier secteur, c'est le noyau dur de tout à l'heure, ceux qui sont dans la production. Qu'est-ce qu'ils produisent? Le matériel, les outils qui vont permettre de porter cette communication. Ensuite, on va avoir d'autres secteurs qui viennent se rajouter. C'est les secteurs qui vont distribuer ce matériel. Ça veut dire le mettre à disposition. Ce n'est plus une usine de production, mais c'est celui qui va faire la distribution et la revente. Ensuite, vient un autre secteur par-dessus qui, lui, va faire du service. Ça veut dire qu'il va utiliser ces produits que les distributeurs lui ont mis à disposition pour déployer du logiciel, des infrastructures, etc. Okay? Donc, quand on regarde les secteurs de l'économie numérique, on va avoir ces trois secteurs qui vont venir être extrêmement actifs et extrêmement présents et jouer un rôle majeur. Ok? Bien. Quand on a ces trois secteurs qui vont se retrouver ensemble autour du déploiement de la technologie, quel est mon souci? Mon souci, je veux proposer des solutions à un problème, mais je ne vais pas me permettre, par exemple, de reproposer une solution du type Facebook. Facebook existe déjà. Si je viens dire, ah oui, voilà, je vais proposer une solution où les gens vont pouvoir échanger, etc., vous voyez que je vais très vite être obsolète. Okay? Et nécessairement, on va me dire, ah, mais c'est une copie. Vous faites la même chose. Donc, une entreprise comme Twitter, qu'est-ce qu'elle a fait?
C'est pas si différent de ce qui se passe sur Facebook, sauf qu'au lieu d'avoir un fil de données très compliqué, etc., on a joué sur il faut être rapide, il faut être court, il faut être réactif. Les gens n'aiment pas lire des pages et des pages, ils n'aiment pas avoir des informations très complexes et très longues. Alors, on va leur offrir un outil qui, à la base, si on regarde vraiment, il شبه بزاف le Facebook, mais qui offre une solution plus light, un peu plus facile d'utilisation et surtout beaucoup plus ciblée vers une communication rapide et simplifiée. Comment on arrive à une solution qui est une solution de réseau social? Donc, il y a déjà des réseaux sociaux. Je ne suis pas innovant dans la question, mais je vais être innovant sur le type de communication que je vais proposer. Pour faire ça, il faut regarder ce qu'il y a autour de soi. يعني نشوف qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que les gens utilisent, qu'est-ce que les gens aiment. Et c'est ça la veille, regarder ce qui se passe autour de soi. La chose la plus importante, c'est de regarder tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça une veille. Veiller. واحد يسهر يشوف عينيه تتحل. OK? Qu'est-ce que la veille? En fait, pour nous, c'est un processus. Il faut chercher l'information pour mon entreprise. Et ce processus de recherche d'information, il a un but unique. Le but pour moi, c'est pas juste d'aller chercher de l'information, de googler, de faire, d'aller d'un site à l'autre. Non. Je cherche l'information pour créer des opportunités de marché. Comme le monsieur là avec ses escargots. Avec les escargots, il a cherché la possibilité de, au lieu de détruire quelque chose qui lui coûtait de l'argent parce qu'elle détruisait son jardin, et la destruction des escargots lui coûte aussi de l'argent parce que ça prend du temps, il fallait un endroit, il faut le faire proprement. Et en fait, le simple fait d'avoir regardé s'il y avait d'autres opportunités, il a transformé ce qui était Monseba dans son jardin en une fortune parce qu'il vend sa bave d'escargot une fortune. OK? Donc l'objectif, c'est de créer des opportunités de marché. J'ouvre comme ça, je vais pouvoir augmenter mes capacités de faire du business et donc de faire survivre et vivre mon entreprise. Et surtout, de ne pas me mettre dans une situation critique. Ça veut dire de proposer le même produit que le voisin. Alors, je sais qu'en Algérie, on adore ça. Par exemple, pour les gens qui connaissent bien Alger, moi, je suis ancienne, je connais bien Cuba. Il y a Habatia Smaha Jolie Vue, il n'y avait rien fait, hein, vraiment rien. Et puis, il y a le premier qui est arrivé, qui a ouvert un magasin et qui a fait grossiste. Sahbo à côté, kif kif le garage du grossiste, et ainsi de suite. On se retrouve aujourd'hui avec toute une rue d'en haut jusqu'en bas, où vous avez tous des grossistes qui vendent plus ou moins la même chose et les mêmes produits. Ça vous met dans une situation de concurrence extrêmement forte parce que vous n'êtes plus le seul magasin localement, vous êtes plusieurs magasins à proposer le même service. Voilà, vous allez arriver tous les uns après les autres là? On va dire que oui. Attendez-moi, est-ce que mon micro est toujours ouvert? Yes. Alors, donc l'objectif, c'est vraiment de réduire les risques. Entre autres, ceux qui se sont réunis à l'intérieur de cette rue, qui ont chacun pris un magasin, ils savent que la rue va être connue comme celle des grossistes. Donc, ils diminuent l'incertitude du marché. Ils savent que quoi qu'il arrive, il va y avoir des gens qui vont circuler dans cette rue à la recherche de grossistes. Peut-être qu'il aura les mêmes produits que son voisin, mais il peut légèrement diversifier et il est sûr qu'il y a des clients qui vont passer. Pour un commerce, le plus important, c'est le passage. Plus je vais avoir de gens qui passent, plus j'ai de chances de vendre. Si je suis dans un petit coin caché, j'ai moins de chances de vendre. Okay? Quel est l'apport de cette veille, de cette recherche de l'information? L'idée pour nous qui sommes dans le numérique, c'est d'avoir une vision globale. On est dans un monde globalisé où vous avez je ne sais combien de millions d'Indiens qui développent dans un coin, de millions de Chinois qui développent dans un coin, quelques personnes un peu, comment dire, originales qui développent en Islande ou en Finlande ou en je ne sais pas où. Et l'idée, c'est vraiment de voir quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à nous et puis les obsolescences, ça veut dire les développements techniques dans notre métier à nous, informatique, qui sont très vite vieilles et anciennes. Très vite, on est obsolète. Très vite, c'est une technologie, ça y est, on l'a utilisée, on est passé à autre chose. À
des moyens de communication plus rapides, à des technologies beaucoup plus simples. Et il ne faut pas se retrouver dans cette situation où on va développer un produit qui a été déjà fait sur un besoin qui n'existe pas, avec donc pas de marché. Donc je vais faire un effort, je vais mettre de l'argent, je vais prendre du temps, je vais développer un outil et je vais me rendre compte au bout de 3, 6 mois, 1 an que finalement j'ai pris beaucoup de risques parce que j'aurais dû faire une étude d'abord, voir ce qu'il y avait autour de moi et comprendre que la technologie est obsolète, elle est trop lente, trop vieille, elle ne permet pas de répondre aux besoins actuels et éventuellement c'est déjà un service qui était offert, il n'y a rien de nouveau, les gens ont déjà un service qui leur plaît et ils n'ont pas envie de venir chez vous et donc on a perdu de l'argent. L'idée c'est, quand on fait de la veille, de cibler de manière à ce qu'on sache qu'est-ce qui existe, quels sont les services. Par exemple, je vous offre la possibilité de prendre rendez-vous avec votre médecin. Il y a beaucoup de logiciels qui permettent ça. Je vous propose de pouvoir contacter votre, je ne sais pas moi, prof ou votre formateur en ligne. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de le faire? Je ne vais pas développer un outil alors qu'il y en a déjà des centaines qui sont utilisés. Est-ce que je vais offrir un produit, par exemple, la demoiselle, quand elle a offert ses gâteaux, ce qui était le plus important pour elle, c'est d'avoir des gâteaux qui soient à base de produits pas trop chers et qui permettaient à des gens de pouvoir avoir des gâteaux bien faits, très jolis, mais sans y mettre 200, 300 dinars la pièce parce que c'était beaucoup de composants extrêmement chers. Ok? Donc l'idée derrière dans la veille, c'est vraiment rechercher l'information. Donc vous voyez la difficulté. Si on est sur Internet, nécessairement, on va avoir des centaines de milliers de références qui vont exister, des tas de choses qui vont remonter dans nos recherches, et on n'a pas la possibilité de les traiter proprement parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et dans la veille, on va se dire comment je peux faire pour cibler, aller chercher l'information qui me concerne, celle que je veux vérifier. Ce n'est pas la peine d'aller m'étaler à droite et à gauche et de chercher des choses très, très différentes. Donc, quand je vais me mettre dans l'esprit recherche d'information, veille technologique, veille stratégique, le mot principal, c'est stratégique. Qu'est-ce que je cherche? C'est quoi ma stratégie? Nécessairement, ce que je veux, c'est détecter les opportunités. Quels sont les trous dans le marché où il n'y a pas déjà un service, il n'y a pas déjà un produit? Ça veut dire que quand je vais créer mon service, j'ai une forte chance d'avoir des gens qui vont l'acheter. Ou je vais créer un produit, j'ai beaucoup de chances d'avoir des gens qui vont le commander. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Donc, je reviens toujours sur mon fameux escargot. Jamais de sa vie, ce fermier qui est au fond de Mdia ne se serait dit « un film Mdia, produit dans l'Europe du Nord ». Ça ne serait pas venu à son esprit. Seulement, avec lui, il y avait des gens qui étaient très connectés, qui avaient vu des possibilités. Et ce n'est pas le fermier directement, mais plutôt ses enfants qui sont des techniciens, qui ont compris l'opportunité et qui ont ouvert le marché et qui ont su attraper ce marché-là. Ça veut dire l'opportunité. Il y avait une niche. Okay? Et à ce moment-là, je vais me glisser dedans. Et ils ont trouvé cette opportunité parce qu'en plus, comme ils n'utilisaient pas de pesticides, c'est une agriculture verte. C'est pour ça qu'il avait des escargots, parce qu'ils n'avaient pas de pesticides. Et donc, du coup, ils envoyaient un produit bio, 100% bio. Et c'est là où vraiment ils ont fait la plus-value. Pour faire ça, il a fallu anticiper ses actions. Ça veut dire essayer d'avoir une vision dans le futur. Qu'est-ce que je peux faire dans le futur? Qu'est-ce que je peux projeter comme possibilité dans le futur? Donc, quand on regarde la techno, il faut toujours garder à l'esprit qu'en informatique, on sait qu'elle est obsolète vite. Donc, quand on est dans la techno, pour l'informatique et la technologie de communication, on va aller chercher les dernières foires, les derniers séminaires, les dernières réunions, pour voir la techno de demain, la techno de dans 6 mois. Parce que si je cherche la techno qui est déjà vendue, classe, elle est vieille, elle est déjà vendue. Donc demain, je risque d'avoir autre chose et d'avoir raté ça. Donc il faut anticiper ses actions, avoir une
une vision, une perspective des actions futures. L'objectif est simple. Une entreprise qui n'arrive pas à faire du chiffre d'affaires, elle n'arrive pas à faire du bénéfice, elle meurt. Et pour faire du chiffre d'affaires, il faut développer ses produits, il faut développer ses actions. Donc, notre objectif, c'est, j'ai déjà des clients qui sont constants avec moi ou pas, mais je ne dois pas oublier que tout client peut changer d'avis et aller ailleurs. Donc, je dois toujours être dans la recherche. De nouveaux partenaires pour faire de nouveaux produits. Par exemple, le monsieur avec ses escargots, il s'est allié à un partenaire essentiel pour lui qui était un transitaire, parce qu'il avait besoin d'exporter son produit et d'un transitaire plutôt chatar. Donc, cette alliance avec cette transitaire et les personnes qui étaient autour de lui, qui étaient des chimistes, lui a permis de d'ouvrir une nouvelle opportunité et d'envoyer ses produits vers des pays qui lui ont fait une plus-value et donc qui lui ont permis de développer son entreprise et de s'enrichir. Allô? Allô? Bonjour, Hamed me dit qu'il essaie de te contacter par SMS, par je sais pas quoi. Ok, ok. D'accord. Il va lui faire la résidence en français. Ok. Très bien. D'accord. Bah oui. Il aura le temps. Très bien. Félicitations. Ah bah c'est comme ça, hein. Il reste encore plein d'autres choses à faire. Oui, oui. Pas vraiment. C'était le premier début. Oui, je sais, je sais. Mais bon, mardi, tu auras tout réglé et on sera plus à l'aise. Ok. Donc là, c'est bon. T'es tranquille. D'accord. Allez. Va te reposer, va faire tes courses, va faire du vélo. Donc, bah voilà, vas-y, va visiter. Ok. Allez, bonne balade. Ciao, ciao. Salut. Pardon, énième interruption. On va y arriver aujourd'hui, peut-être. Non, mais bon. Donc en fait, l'idée derrière, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui soit innovant. Alors on va être très clair sur ce que veut dire innovant. Ça n'est pas une invention. Une invention, j'ai inventé un nouvel type de voiture, une nouvelle type de chauffage. L'innovation, c'est une invention que j'arrive à commercialiser. Donc ici, c'est quand on parle de capacité d'innovation, c'est de capacité de proposer quelque chose qui est nouveau et qui soit commercialisable. Ça veut dire qu'il soit vendable à des personnes, il y a des sociétés qui sont prêtes à l'acheter. Donc, si on regarde une définition théorique de la veille stratégique, c'est un processus collectif. Le mot collectif, il n'est pas là pour rien. Si je cherche de l'information, rappelez-vous le cas de M. Escargot, il y avait le fermier qui avait ses escargots, il y avait autour de lui des gens qui étaient dans la chimie et qui comprenaient ce que pouvait faire la bave de l'escargot, et il y avait autour de lui aussi des transitaires, et tout ce petit monde-là, chacun dans sa spécialité, a été chercher de l'information, et en cherchant cette information, a trouvé cette opportunité, en mettant en commun leur information, et ont permis de la matérialiser par ce produit qu'ils sont en train de vendre en ce moment. Donc c'est un processus, c'est vraiment tout un cheminement qui est collectif, parce que la plupart du temps, ça va regrouper plusieurs disciplines, plusieurs personnes. Et ce groupe d'individus, ils vont chercher, et vous voyez le mot ici, traquer.
Traquer, c'est vraiment poursuivre quelqu'un, le chercher et le poursuivre. Il faut le faire de manière volontaire, parce que ça ne vient pas tout seul, l'information ne vous tombe pas sur le nez. Il faut vraiment aller chercher tout ce qui peut exister comme opportunité. Et on va utiliser ces informations que l'on a collectées pour anticiper. Ça veut dire voir le futur, se projeter dans ce futur. C'est pas juste regarder derrière soi, mais se projeter dans quelque chose qui n'existe pas du tout ou quelque chose qui existe mais qu'on peut améliorer, quelque chose qui existait sous une forme mais on va la changer, proposer une autre forme, quelque chose que l'on peut préparer pour le futur. Donc en fait, ce qu'on va anticiper, c'est les changements que l'on va produire dans notre environnement extérieur. Et l'idée, c'est vraiment de se créer des opportunités. Je ne vais pas attendre que l'opportunité vienne, je vais aller la chercher. Et ces opportunités d'affaires, c'est grâce à ce changement possible que j'ai détecté quand j'ai cherché l'information. Quand j'ai cherché l'information, j'ai vu qu'il y avait certaines possibilités et je vais regarder comment les rendre faisables, sous quelle forme, avec qui, etc. Et l'objectif, quand je vais voir comment créer des opportunités, c'est aussi de ne pas oublier de réduire les risques. Ça veut dire, je ne vais pas construire une usine pour un produit, je vais mettre 15 ans à le faire. J'ai pris un gros risque, je risque de me retrouver avec une dette colossale, sans avoir rien produit, sans avoir rien engrangé comme richesse. Okay, un des exemples les plus pertinents, c'est aujourd'hui les centrales nucléaires. Alors, on entend beaucoup parler en ce moment, parce qu'il y a la crise de l'énergie en Europe. Et en fait, le problème des centrales nucléaires en Europe, c'est une anticipation qu'ils n'ont pas faite, contrairement aux pays asiatiques. Dans les pays asiatiques, la fabrication et le montage d'une centrale nucléaire, vu la dimension que les Européens ont, c'est vraiment une usine excessivement chère qui demande beaucoup de moyens et qui mobilise beaucoup d'espace et de personnes. Et eux ont choisi, par exemple les Chinois, d'avoir ce qu'on appelle les mini-centrales. Parce que financièrement, c'était plus facile à mettre en place, c'est plus facile à gérer, on maîtrise mieux le processus parce que c'est une dimension gérable, on ne se retrouve pas comme Fukushima avec des situations impossibles à gérer. Et donc ce changement qui s'est fait par rapport à la nouvelle génération, ils ont pu développer et déployer ce dispositif. Il n'est pas nouveau en tant que soi, d'accord? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des opportunités là. Et l'opportunité, c'est on va offrir la possibilité de créer des centrales nucléaires, mais la possibilité, elle est offerte à beaucoup de personnes, beaucoup de pays, parce que le coût est réduit et les risques et le nombre de personnel super formé est réduit et on va pouvoir la commercialiser plus facilement. Donc aujourd'hui en Europe, vous allez avoir des pays qui sont en train de regarder cette fameuse solution des mini-centrales parce qu'ils réalisent qu'effectivement, ce sont des solutions faciles à mettre en place. C'est très, très rapide à installer. La durée de mise en place de la centrale est plus courte. Le traitement des déchets est plus opérationnel et le coût est plus faible. Donc, quand on regarde le processus, qu'est-ce qu'on veut dire par processus? C'est une succession de phases, d'accord? Donc, tout à l'heure, on parlait de processus. Quand on va parler de processus, c'est quoi la succession de phases? Identifier une idée, aller voir si elle existe déjà, si elle existe déjà, sous quelle forme, est-ce que l'on peut développer la nôtre dans une forme un peu différente et trouver une niche? Voilà ce que c'est le processus. Ça veut dire, c'est pas juste poser une question, googler et tirer de l'information. Donc, le processus ici, qui est un processus collectif de recherche d'information, chaque phase va avoir sa propre méthodologie. Par exemple, je cherche de l'information sur Internet, au lieu de le faire violemment, je vais appeler les gens qui sont spécialisés en recherche d'information. Est-ce qu'ils n'ont pas des outils informatiques un peu plus pertinents qu'un moteur de recherche généraliste? Ensuite, je vais avoir un groupe de personnes qui vont analyser le résultat. Ils vont faire une analyse statistique, une analyse
multidimensionnel, ça dépend. Et chacun va élaborer une solution. Donc, vous voyez que ce fameux processus peut avoir plusieurs groupes de personnes qui vont venir, chacun avec ses outils pour récupérer l'information, traiter l'information, analyser l'information, donner une réponse. Okay, donc, quand on parle de ce groupe d'individus, il faut garder à l'esprit que ce sont souvent des acteurs différents. Donc, je peux avoir quelqu'un de la techno qui va chercher la techno, et puis à côté, je vais avoir le gars du commercial qui va dire « Ah, attendez, je vais faire mes calculs financiers, votre techno-là, c'est vrai qu'elle est précurseur, elle est nouvelle et tout, mais dans 6 mois, elle sera encore trop chère pour l'entreprise. L'entreprise, elle ne peut pas se permettre ça. Ça va être excessif. » Ou je vais avoir des gens du marketing qui vont dire « Ah, la techno, elle est magnifique, mais elle est trop compliquée pour les clients de Tawana. Nos clients, ce sont des usagers ordinaires qui ne veulent pas avoir d'outils compliqués. Et si vous faites un outil compliqué, vous allez perdre nos clients. » Et le dernier élément ici, c'est ce fameux caractère anticipatif. Il est important en veille technologique, en veille stratégique, pardon. L'anticipatif, ça veut dire quoi? Les informations que je vais regrouper, je ne regroupe pas bulk de l'information. Avec l'information, elle doit avoir quelque chose de plus pour moi. Elle doit annoncer, elle doit prévoir, elle doit regarder dans le futur. Elle doit annoncer les événements qui sont qu'à leur début. Ça veut dire me projeter dans mon futur à moi. Si ce que je raconte comme information, c'est genre historique, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans et tout, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je ne me vois pas dans demain. Je sais ce qui s'est passé avant, mais si ce que je rassemble comme information me permet, par exemple, technologiquement, de voir l'évolution de la techno, et ça me permet donc de voir le futur de la techno, c'est bien. Mais si c'est juste pour regarder ce qui s'est passé derrière moi, elle n'a pas vraiment d'intérêt pour la veille stratégique. Donc cet ensemble d'individus, vous voyez, ce groupe d'individus qui va travailler dans une forme de processus, vont diriger leurs recherches. Anaya, je suis dans la technologie, je vais plutôt chercher la techno. Wahdachor qui est un commercial, il va plutôt regarder c'est quoi les entreprises qui font le même produit, quelles sont les entreprises qui vendent le même produit autour de moi, quelles sont les entreprises qui commercialisent le même produit sur Internet, quels sont les prix, est-ce que je peux comparer les prix, etc. Du coup, ça nous donne différents types de veille stratégique. La veille stratégique va donc en fonction de ce que l'on cherche, être dirigée. Ça veut dire, la question que je vais poser, elle est dirigée dans ce sens-là. Si je cherche de la techno, je fais de la veille technologique. Ce que je cherche, l'information que je remonte, c'est quelle est la nouvelle technologie que je peux utiliser parce que je veux aller plus vite dans mon service, ou là je veux proposer un certain type d'interconnexion et de logiciels. C'est quoi les meilleurs serveurs de demain pour avoir un meilleur débit, pour avoir une meilleure réaction, etc. Si je regarde un marketeur, le marketeur, celui qui fait du marketing, ce qu'il essaie, c'est de trouver qui place mon produit. Donc, d'un point de vue concurrentiel, si je regarde ce que les autres ont fait comme proposition, je vais me comparer à eux et je vais dire, ah, ils ont proposé, par exemple, il y a quelques années, avant 2019, avant la crise, il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient de l'électroménager. Il y en a encore quelques-unes, mais à l'époque, il y en avait vraiment beaucoup. Les produits électroménagers, excusez-moi, il n'y a pas vraiment de nouvelles technologies renversantes. Un frigo, c'est un frigo, couche à couche, machine à laver, machine à laver. Il n'y avait pas vraiment de grande différence entre elles. Wahda fiha l'électronique, wahda la la, bon d'accord, je veux bien, mais à un moment, sur le marché, il y avait beaucoup de produits qui se ressemblaient. Mais vraiment, qui se ressemblaient. Et donc à ce moment-là, une entreprise comme Brandt, qui avait les grandes surfaces Uno parce qu'elles sont dans le même groupe, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé d'aller cibler quelque chose que les autres n'avaient pas ciblé. Donc les marketeurs ont travaillé et ils ont été faire un regroupement de produits entre des produits haut de gamme et des produits moyen gamme. Et ils ont fait un prix et ils ont dit ça, c'est le panier de la mariée. Et ils ont créé le fameux pack de la mariée. Un frigo, une couchette, une machine à laver, un micro-ondes ou un four. Et quand on regarde le prix global, il est attractif. Si je regarde chacun des produits qui sont à l'intérieur et que je fais la somme, bien sûr, c'est supérieur à la proposition qui est faite. Et à l'intérieur de ce regroupement
de produits. Il y avait des produits qui étaient d'un niveau supérieur et des produits qui étaient d'un niveau inférieur. Mais l'idée de proposer le pack de la mariée, ça a impacté les gens et ils ont vraiment vendu beaucoup de packs. Ils étaient les premiers à faire ça. Donc, vous voyez, leur veille concurrentielle leur a montré une niche dans le marketing, pas dans le produit, pas dans la techno. Ensuite, on a la veille commerciale. C'est quoi la veille commerciale? Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. J'étais à Missonnier, pour les gens qui connaissent Alger, marché Missonnier, normalement, il y a de tout. Et à l'entrée de la rue de Missonnier, il y avait un petit jeune qui venait d'être installé avec des chaussettes. Avec lui, un autre jeune. Il lui a mis un petit sachet et il lui a mis un prix 300 dinars la paire. Il avance un tout petit peu. Le deuxième, il lui met encore un sachet, il met les mêmes chaussettes et il affiche 280 dinars. Et il lui répète la même phrase. Tu restes ici, il y a des gens qui achètent très bien, il n'y a personne qui achète très bien. Tu ne bouges pas, ton boulot c'est d'être assis là. Il arrive au bout de la rue, là je suis derrière lui, hein. Il remet là, pas un sachet, il remet tout un paquet de sacs et là il met un prix qui est celui de 250 dinars. Et celui-là, il met 3 personnes avec lui. Toi, tu prends l'argent, toi, tu ouvres les sacs et toi, tu surveilles. Et en fait, il avait fait ça. Il a fait une veille commerciale. Sa veille commerciale, il s'est rendu compte quel était le prix moyen des chaussettes. Le prix du moyen des chaussettes à Missonnier était autour de 250-300 dinars. Donc, il y avait une petite variation d'un magasin à l'autre, d'un vendeur à l'autre. Et lui, s'il avait besoin d'écouler ses produits, il devait être dans cette fourchette. Seulement d'un point de vue commercial, si je veux beaucoup vendre, je dois être dans le prix bas. Et pour susciter l'intérêt pour le prix bas, il a fait une stratégie commerciale qui a consisté à mettre le prix haut au début de la rue et à le descendre petit à petit pour donner l'impression au chaland, à l'acheteur, que le dernier, c'est le même produit, c'est l'occasion de l'acheter au meilleur prix plutôt que de l'acheter plus cher. Et voilà la stratégie commerciale. Et il a fait une veille pour savoir quelle était sa fourchette de prix et il a vendu pratiquement tous ses sacs parce que quand je suis revenue dans l'autre sens 2 heures après, il avait plus de sacs du tout carrément chez lui. Ensuite, on a ce qu'on appelle la veille environnementale. La veille environnementale, c'est à peu près ce qu'a fait notre ami avec ses escargots, qui a réalisé qu'il y avait des demandes supplémentaires qui sont faites aujourd'hui. Dans l'agriculture, il y a de plus en plus de demandes vers le bio, vers des produits naturels, vers des produits qui suivent la normalité. Et il a fait cette analyse, en tous les cas pas tout seul, hein, c'est les chimistes qui étaient avec lui, et qui ont vu que dans l'environnement autour de lui, il y avait un besoin pour un produit d'un certain type, le bio, qu'il avait la possibilité, parce que les législations, la loi algérienne lui permettait de pouvoir renvoyer du produit, être payé pour ce produit, et qu'il avait aussi la possibilité, parce qu'il a regardé dans son environnement bancaire, qu'il pouvait récupérer son argent. Donc l'environnement va être beaucoup plus large. On va regarder tous les aspects de l'environnement. Quelles sont les lois, quelles sont les nouvelles modes, quelles sont les nouvelles tendances sociologiques qui vont nous impacter. Okay ? Donc je reprends rapidement. La veille technologique, elle permet à l'entreprise d'anticiper les innovations, regarder ce qu'il y a de nouveau sur le marché, aussi bien sur les produits que sur les procédés de fabrication, sur les deux. Donc l'entreprise, c'est vraiment d'anticiper, de voir ce qui se passe et de voir le prochain coup. On a inventé un nouveau produit chimique et apparemment ce nouveau produit chimique, ça va permettre de fabriquer des joints plus souples, des joints qui sont plus adaptés à nos températures. D'accord ? Nous maintenant, on n'est plus à 35 degrés, on est à 45 pendant l'été. Donc, je fabrique des joints qui, malheureusement, sont usés par la température. Il y a un nouveau produit chimique qui arrive avec un nouveau procédé matériel et je vais pouvoir l'intégrer dans ma fabrication. Les veilles technologiques ne vous empêchent pas de ne pas regarder les textes normatifs. C'est quoi les textes normatifs ? Il y a des normes. Quand vous
fabriquez un produit, vous allez avoir, par exemple, sur beaucoup de choses, vous allez trouver normes CE, normes AFNOR, normes internationales. Il y a des normes. Tous les pays vont exiger de vous de respecter des normes. Donc, il faut toujours vérifier. Et les changements de législation, parfois une norme est acceptée, 2 ans après, elle peut être changée par une autre norme. Et il faut donc se conformer au texte réglementaire, sinon votre produit va être jeté à la poubelle. La veille concurrentielle, c'est très souvent pour les marketeurs de regarder, je fais un très bon produit, il est magnifique, tout le monde me dit il est bon, mais je n'arrive pas à le vendre. Quel est mon problème? Est-ce que c'est la manière dont j'ai organisé mon entreprise? Est-ce que c'est la manière dont j'ai organisé ma fabrication? Est-ce que c'est mes coûts de vente? Est-ce que c'est ma visibilité? Donc, on va mettre en évidence en analysant les forces et les faiblesses, en faisant une analyse SWOT, les risques qui sont à éviter, les opportunités à saisir, reconnaître ses concurrents proches et lointains. Tout ça, ça va être les gens qui vont faire le marketing et le business à travers la veille concurrentielle. La veille commerciale, elle est plus en interne. Quand je vends mon produit à mes clients, est-ce que mes clients sont satisfaits et reviennent? Quand j'achète un produit, parce que je fais du produit fini, j'ai des produits intermédiaires, j'achète chez un fournisseur, est-ce que j'ai bien choisi mon fournisseur? Est-ce que j'ai bien négocié avec mon fournisseur? Est-ce que je ne suis pas en train de surpayer un produit et de perdre de l'argent bêtement? Okay. Ensuite, il y a aussi les sous-traitants. Par exemple, moi, j'ai une chaîne de production, mais je ne fabrique pas tout. Je vais acheter des joints chez un fabricant de joints. Je vais acheter des tuyaux chez un fabricant de tuyaux. Je vais acheter, par exemple, des composants, des petits circuits électroniques chez un fabricant de circuits. Donc, ces sous-traitants-là, est-ce que j'ai bien défini mes besoins? Est-ce que ces sous-traitants, c'est les meilleurs que je puisse avoir? Est-ce que je ne peux pas avoir d'autres sous-traitants qui sont juste nouveaux à côté et qui vont être plus intéressants pour moi? Donc, en fait, on fait le tour des partenaires dans la veille commerciale et on essaie de voir à peu près où on se positionne par rapport à tout ce qui va impacter le coût et donc le produit final et comment je vais le vendre. Et enfin, la dernière, mais pas la plus simple, c'est vraiment la plus difficile, c'est la veille environnementale. La plupart du temps, elle n'est pas faite en interne dans les entreprises, elle est faite beaucoup en externe parce que ça demande des spécialistes, ça demande des gens de différentes comment dire, formations. Et je n'ai pas nécessairement des gens du juridique dans mon entreprise ou des spécialistes des sciences sociales qui vont aller voir des choses. Je n'ai pas des gens qui connaissent la politique et qui voient, voilà, le gouvernement a changé, les lois vont changer, etc. L'idée, c'est vraiment de rechercher, de recueillir les informations de l'environnement. On est en train de changer la loi sur les produits, par exemple, comment on jette nos déchets. Ça veut dire que ça va m'impacter sur moi, mon prix, puisque je vais être obligée de traiter les déchets. Est-ce que je suis prêt à le faire? Si je ne suis pas prêt à le faire, je vais très vite chercher des sous-traitants qui vont faire ça pour moi. Donc, je vais essayer très rapidement de me projeter dans mon futur. Voilà pour les premières définitions. On va voir dans les cours suivants comment on va gérer ces différentes veilles. Et je vais vers la fin vous donner des outils parce qu'il existe des outils que l'on peut utiliser directement sur Internet qui sont pour la plupart de ceux que je vais vous donner gratuits, d'autres ne le sont pas. Et ça va permettre pour tout un chacun de se projeter et de voir ça. Donc, habituellement, pour ce cours, je ne sais pas si je vais le faire cette année, puisque l'année dernière, c'était un peu catastrophique. Je lie ce cours à un projet qu'on me remet et ce projet est lié à votre PFE. Donc, pour cette année, je pense que je vais peut-être vous faire un examen en ligne directement sur Moodle. Je ne suis pas sûre que je ferai la même chose que l'année dernière et je verrai au fur et à mesure de l'avancement du cours. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis à samedi prochain. Le support de cours sera sur la plateforme Moodle dès que l'ingénieur aura fait le nécessaire pour créer les comptes. Je pense que ça n'a pas encore été fait, mais on va le faire bientôt. Y a-t-il des questions? Non? Pas de questions? Ok. Puisqu'il n'y a pas de questions, j'enverrai les 2 diapos, les 2 slides à tout le monde.
Elles seront bientôt sur Moodle et je vous dis à samedi prochain.